Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours d'arithmétique, plus précisément d'arithmétique des entiers, car nous referons de l'arithmétique cette année dans le chapitre sur les polynômes. Alors nous allons commencer par étudier dans cette vidéo les notions élémentaires de divisibilité et de congruence. Alors pour la divisibilité, en fait, c'est une notion que vous avez déjà vue au collège, et on va rappeler ici et redémontrer rapidement ses propriétés principales. Donc une définition. Donc si je prends deux entiers relatifs a et b, je dis que a divise b, et je note ceci comme ça. On peut aussi dire a est un diviseur de b, ou b est un multiple de a, si il existe un entier relatif k qui vérifie que b égale a fois k. Donc définition très simple, par exemple 3 divise 6, 4 ne divise pas 6, etc. etc. On peut voir quelques propriétés élémentaires, mais très importantes. Donc les propriétés, je vais rappeler quelque chose ici. Donc si je prends un entier relatif n, eh bien on a toujours que n divise 0. On a toujours 1 qui divise n. Et si n divise 1, alors n est égal soit à moins 1, soit à plus 1. Donc n est égal à plus ou moins 1. Donc ça, ce sont trois points très importants, très simples, mais que l'on va utiliser très souvent. Donc on peut le démontrer. Alors je vous laisse regarder les deux premiers points qui sont élémentaires, c'est surtout le troisième ici qui m'intéresse. Donc si on dit s'il existe un entier naturel k qui vérifie que n fois k égale 1, alors on peut dire par exemple que valeur absolue de n fois valeur absolue de k égale 1, on va passer à valeurs absolues pour ne pas s'embêter avec les signes. Et maintenant, donc notamment n n'est pas nul et k n'est pas nul, c'est pratique. Et en fait, ce qui est à la base de beaucoup de petites choses que l'on va raconter comme ça, c'est qu'il n'y a aucun entier entre 0 et 1. Ça vient, on va dire, on peut dire par axiome sur n. Bon, ça ne devrait pas non plus vous choquer. Donc, vu qu'il n'y a aucun entier entre 0 et 1, un entier positif est forcément plus grand que 1. Donc, valeur absolue de n est supérieure ou égale à 1, et valeur absolue de k est supérieure ou égale à 1. Et si on a valeur absolue de n strictement plus grand que 1 ou valeur absolue de k strictement plus grand que 1, on aurait alors valeur absolue de n fois valeur absolue de k strictement plus grand que 1, et ça c'est absurde. Ça vient en contradiction immédiatement avec le fait que n fois k est égal à 1. Donc, valeur absolue de n égale 1, ce que l'on peut traduire par le fait que n appartient à moins 1. Ça, petit résultat important, petite démonstration qu'il serait bonne de savoir faire. Et encore une fois, il y a une chose que je n'ai pas démontrée parce que ça vient avec n, c'est le fait qu'il n'y a aucun entier entre 0 et 1. Une fois que l'on a vu ces propriétés, on va dire élémentaires, on peut en donner quelques autres, tout aussi simples à démontrer. Alors, on a ici une relation, la relation de divisibilité, qui possède beaucoup des propriétés sur les relations que l'on a vues au chapitre précédent. Donc, alors, vous le savez sans doute, que la relation de divisibilité est toujours réflexive, transitive,
Elle n'est pas symétrique. Et pour l'antisymétrie, attention, elle est antisymétrique sur grand N, mais pas sur grand N. Antisymétrique sur grand N. Mais pas sur grand Z. On peut démontrer certaines de ces choses. La réflexivité, c'est immédiat, je vous laisse écrire si vous avez un doute dessus. Pour la transitivité, hein, donc si je prends A, B, C, on va dire 3 entiers relatifs. Si A divise B et B divise C, il existe deux entiers relatifs K et L qui vérifient B égale A fois K et C égale B fois L. Donc on a C égale A fois KL. KL étant un entier relatif, comme produit d'entier relatif, eh bien on a A qui divise C, d'où la transitivité. Pour le côté non symétrique, c'est immédiat. Par exemple, 2 divise 4, mais 4 ne divise pas 2. 1 divise 0, mais 0 ne divise pas 1. Ce que j'aurais pu raconter ici en plus, dans cette remarque que je n'ai pas raconté, qui est immédiat, c'est que le seul entier divisible par 0, c'est 0. Ça vient immédiatement par la définition. Le caractère antisymétrique sur n, et pas sur le caractère antisymétrique sur n, vient en fait de cette relation. Et on étoffera un petit peu ça. Donc si je prends A et B, deux entiers naturels, si A divise B et B divise A, alors il existe deux entiers, alors a priori relatifs. On a donné la définition. Alors, ça dépend ce que l'on prend. Bon, si A divise B, B divise A et B sont de même signe, donc les deux entiers K et L seront de même signe. Donc K et L, entiers naturels ici, tels que B égale A fois K, A égale B fois L. Donc, on a notamment A égale A fois KL. Bref, alors ici on veut montrer que A égale B, donc on peut se placer dans le cas où A et B ne sont pas nuls, parce que si A est nul, alors B est nul et réciproquement. Si A est nul, B égale 0. Si B égale 0, A égale 0. Et si A différent de 0 et B différent de 0, mais on a alors KL qui vaut 1, et on a donc ça veut dire que K divise 1, donc K égale 1. Donc K divise 1 et K est positif, donc K égale 1. On aurait pu raconter ça peut-être un peu plus rapidement, mais finalement on y est quand même arrivé assez efficacement. Donc cette situation-là, en fait c'est une situation qu'il faut bien connaître, donc on a, on va dire une remarque, mais c'est presque une proposition. Donc si je prends A et B, deux entiers relatifs, A divise B et B divise A, cela équivaut bien sûr au fait que A et B sont égaux au signe près, ce que l'on peut écrire aussi A, valeur absolue de A égale valeur absolue de B, on aurait pu écrire aussi A égale B ou A égale moins B. C'est la même démonstration que ceci, donc je ne vais pas le redémontrer. Pour passer de droite à gauche, on traite les cas A égale B, A égale moins B, immédiat. De gauche à droite, on passe en valeur absolue et on revient dans le cas sur les entiers naturels. Que dire de plus? Ah oui, je n'avais pas conclu sur le caractère non antisymétrique de la relation de divisibilité sur Z. Bien entendu, vous avez 1 divise moins 1 divise 1, or 1 et moins 1 ne sont pas égaux.
Maintenant, pour terminer sur cette relation de divisibilité, encore quelques résultats vis-à-vis des outils que l'on a, c'est-à-dire les opérations et la relation de comparaison. Donc d'abord les opérations, donc quelques propriétés très simples que l'on va beaucoup utiliser. Donc si je prends 3 entiers, on va même en prendre 4. 4 entiers relatifs. Alors premièrement, si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire à coefficients entiers de B et de C. Donc ce qui s'écrit pour tous entiers K et L, A divise B fois K plus C fois L. Très élémentaire, très utile. Aussi, donc, on utilisera aussi notamment le fait que si pour K égale L égale 1, donc on a si A divise B, A divise C, A divise la somme, puis L égale 0, si A divise B, alors A divise tout multiple de B. Hein. Les multiples de B sont les nombres de la forme B fois K. Et puis, maintenant pour le produit, donc si A divise B et si C divise D, alors on peut multiplier dans cette relation, donc AC divise BD. Donc ça c'est immédiat, notamment si A divise B, A divise B et A divise B, donc A carré divise B carré, etc. Toutes les on aura toujours A puissance K qui divise B puissance K. On pourra démontrer celui-là. Et peut-être un peu plus utile que celui-là, c'est ce qui permet de simplifier dans une relation de divisibilité. Donc, si C n'est pas nul et si A divise B, alors AC divise... pardon. Oula, je fais n'importe quoi. Si AC divise BC, alors A divise B. Donc tout ça sont des choses élémentaires. Je vais démontrer le 3, le 1 et 2, c'est juste vous écrivez les définitions de divisibilité, et puis ça tombe tout seul. C'est comme ce qu'on a fait déjà dans les démonstrations précédentes. Le 3, c'est à peine plus compliqué. Donc, s'il existe on peut dire un entier relatif U tel que BCU égale ACU, alors comme C n'est pas nul, on a... oh là, excusez-moi, c'est BC, BC égale ACU, excusez-moi. Donc s'il existe un entier relatif U tel que BC égale ACU, comme C n'est pas nul, on a immédiatement AU égale B, donc A divise B. C'est le genre de petite démonstration immédiate que l'on peut faire. Je vous laisse faire de même pour les points 1 et les points 2. Et enfin, pour la relation de comparaison, il y a quand même quelque chose d'intéressant, d'utile. Je le marque en propriété, c'est une remarque dans le poly, mais on l'utilise quand même régulièrement. Donc si je prends A un entier naturel, un entier relatif, et B un entier relatif, si B n'est pas nul, et si A divise B, alors A est plus petit que B en valeur absolue. Valeur absolue de A est inférieure ou égale à valeur absolue de B. Donc, cela veut dire notamment une conséquence.
Alors, une conséquence, par exemple, c'est qu'il n'y a aucun multiple de A dans l'intervalle moins valeur absolue de A plus 1, valeur absolue de A moins 1, excepté 0. C'est-à-dire que le seul multiple de A qui est plus petit que A en valeur absolue, dans le cas où A n'est pas nul, c'est 0. Ce sera quelque chose que l'on utilisera régulièrement. Ceci se démontre de manière très simple. Donc, on écrit, il existe K entier relatif tel que B égale K fois A, comme B n'est pas nul, K n'est pas nul. Donc, on revient encore à ce qu'on a dit avant. K est plus grand que 1 en valeur absolue, car il n'y a aucun entier strictement compris entre 0 et 1. Et donc, valeur absolue de B, c'est valeur absolue de K fois valeur absolue de A. Et valeur absolue A, hein, vu que A divise B et que B n'est pas nul, ce n'est pas nul. Donc par le même raisonnement, c'est plus grand, c'est surtout non nul. Plus grand que 1, ça c'est plus grand que 1. Donc valeur absolue de B est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. Immédiatement. Très simplement. Donc voilà pour notre première étape sur la relation de divisibilité. Vous allez vous habituer à manipuler toutes ces relations. Je vous conseille de faire une petite fiche dessus. Mais en arithmétique, la plupart du temps, on essaie de travailler plutôt avec la notion de relation de congruence. Donc, je vais vous définir maintenant cette définition-là. C'est quelque chose que vous connaissez si vous avez fait la spécialité maths l'année dernière. Mais le terme de modulo, vous l'avez déjà manipulé, ne serait-ce que en trigonométrie. Donc si je prends des entiers relatifs a, b et n, je dis que a est congru à b modulo n. Donc là, ceci se lit a est congru à b modulo n. Parfois, on met une égalité ici, ce n'est pas très important. Donc si n divise la différence b moins a. Donc c'est-à-dire si il existe un entier naturel, un entier relatif k, pardon, tel que b égale a plus n fois k. Hein. On va dire que les deux écritures sont utiles. Peut-être que la deuxième est la plus pratique pour faire les démonstrations. Donc, en résumé, a est congru à b modulo n si a et b sont égaux à un multiple de n près. C'est ce qu'il faut retenir. Si a et b diffèrent d'un multiple de n. Donc qu'est-ce que ça veut dire hein, quand on travaille modulo n? Donc là, si je mets les entiers, j'ai moins 1, 0, 1, etc. 2, n moins 1, n, n plus 1, n plus 2, etc. Et si, quand on travaille modulo n, donc, hop, donc 0 est congru à 0 modulo n, 1 est congru à 1 modulo n,
2 est congru à 2 modulo n. Et puis n-1 est congru. Donc n-1, c'est n plus moins 1. Donc n-1 est congru à moins 1 modulo n. Donc congru à moins 1 modulo n. Et ensuite on reboucle. N est congru à n à 0 modulo n. Puis n plus 1 est congru à 1 modulo n. Ah. N plus 2 est congru à 2 modulo n. Etc. Donc quand on travaille modulo n, on ne travaille plus avec les nombres répartis sur une ligne comme ça. On travaille sur des nombres comme ça répartis sur un cercle et puis qui bouclent. Vous allez voir petit à petit l'utilité de cette notion de congruence. Vous allez travailler beaucoup avec. Il faut savoir certaines choses dessus. Donc premièrement, on peut traduire la relation de divisibilité dans la relation de congruence. On va dire que c'est une remarque. Donc si je prends deux entiers A et B relatifs, bien A divise B, bien cela équivaut à B est congru à 0 modulo A. C'est-à-dire que pour montrer qu'un nombre divise un autre, il suffira de travailler avec des congruences. Et ce qui est pratique, et c'est la relation fondamentale, sera que cette relation de on pourra faire des calculs avec les relations de congruence. Donc la propriété peut-être la plus fondamentale, la plus importante de tout ce que l'on vient de raconter est la suivante. Si je prends des entiers relatifs à B, C, D et N, et si je suppose que A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, alors, premièrement, A plus C est congru à B plus D modulo N. Donc on peut additionner dans une relation de congruence. Mais aussi, AC est congru à BD modulo N. Puis en fait, une autre remarque sur la relation de congruence qu'on utilisera mais peut-être un peu moins que ces deux choses-là en arithmétique, c'est que la relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence. Ça, c'est quelque chose que vous utiliserez beaucoup en spé, donc une relation d'équivalence sur Z. Donc on démontre. On peut revenir soit à la définition quantifiée, ici, soit à la définition avec la relation de divisibilité. L'un ou l'autre fonctionne. Le plus simple, c'est quand même de revenir à la définition quantifiée, en fait. Donc on va dire, s'il existe deux entiers relatifs K et L, tels que B égale A plus N fois K, D égale C plus N fois L, et bien B plus D, c'est A plus C plus N fois K plus L, tout simplement. Hop, ça c'est un entier relatif. Puis on peut faire le produit aussi, BD. Quand
quand on fait le produit, ça fait AC plus A fois NL plus NK fois C plus NK fois NL. Donc je peux mettre en facteur N. Donc j'ai du N fois AL plus CK plus NKL. Et donc ça c'est aussi un entier naturel. Un entier relatif, pardon. D'où les points 1 et 2. Et pour le 3, ça se vérifie de manière immédiate. Le plus important, enfin non, il n'y a pas de plus important, c'est très simple. Hein. Si n divise a moins b, alors n divise b moins a en multipliant par moins 1. On a toujours n qui divise 0, et 0 c'est a moins a. Donc on a toujours a congrue à a modulo n. Donc là on a la symétrie, là on a la réflexivité. Puis pour la transitivité, c'est immédiat. Si n divise a moins b et n divise b moins c, on additionne les deux. N divise a moins b plus b moins c. Et ça, c'est a moins c. Donc on a bien que si a est congru à b modulo n et si b est congru à c modulo n, alors a est congru à c modulo n. Ça, c'est immédiat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ceci? Et c'est peut-être le plus important, c'est que l'on peut faire des calculs modulo n. Et qu'en faisant un calcul, quand on tombe sur une congruence égale à 0, on a alors un résultat de divisibilité. Donc un bon exercice pour appliquer ceci, c'est peut-être de retrouver les critères de divisibilité énoncés au collège. Donc je vous les rappelle. Donc on va faire le critère de divisibilité par 3, par exemple. Donc critère de divisibilité par 3. Donc je prends A0, AP des chiffres en base 10, donc des nombres qui sont compris entre 0 et 9. Et je prends un entier naturel, n, que j'écris A0, AP en base 10. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à p des a indice k fois 10 puissance k. Voilà. Ce nombre-là. Et normalement, vous savez que n est un multiple de 3 si et seulement si la somme des chiffres de n est un multiple de 3. Donc, je vous laisse démontrer ceci. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et démontrer ceci en application immédiate de tout ce que l'on vient de faire. Alors, on démontre. Ce qu'il faut retenir, c'est que vu que l'on parle, donc si vous voulez une indication, vu que l'on parle de divisibilité par 3, on a très envie de réaliser un calcul modulo 3. Donc, modulo 3, que se passe-t-il? Et ici, on a des puissances, des chiffres. Tout se passe bien. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que 10, c'est 3 fois 3 plus 1, c'est congru à 1 modulo 3. Donc, si k est un entier naturel, 10 puissance k est congru à 1 puissance k modulo 3 en multipliant. Donc, c'est congru à 1 modulo 3. Donc, on peut, donc, a indice k fois 10 puissance k est congru à a indice k modulo 3. Je détaille beaucoup pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On peut passer directement au résultat
avec un petit peu d'habitude. Donc conclusion, n est congru à la somme pour k allant de 0 à p-1 des a indice k modulo 3. Ce qui permet bien de conclure, parce qu'on a bien dans ce cas, que cette somme est congrue à 0 modulo 3 si et seulement si n est congru à 0 modulo 3, et on a même un petit peu plus. Hein, une congruence modulo 3 dans un nombre, cela se lit dans la congruence de la somme des chiffres. Voilà pour aujourd'hui. Voilà plutôt pour cette vidéo. On va continuer ce chapitre dans la vidéo suivante en parlant de division euclidienne.